C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, la commémoration de l'abolition de l'esclavage à Zanzibar en Tanzanie. Une première sur cette île qui a joué un rôle clé dans la traite dans l'océan Indien. Nous y serons dans ce journal avec notre envoyé spécial Bastien Renouille. Autre commémoration, celle du débarquement des Alliés en Normandie le 6 juin 1944. Il marque la victoire des forces alliées en Europe. Nous allons vous parler d'un autre débarquement moins connu mais très important, celui d'Afrique du Nord. Nous en parlerons avec Nicole Cohen-Haddad, présidente de l'association des Compagnons du 8 novembre 1942. Et à la fin de ce journal, coup de projecteur sur une initiative écologiste. Un jeune béninois a mis au point des extensions capillaires à partir de fibres de troncs de bananier. Le plus souvent, les mèches sont en plastique et après usage, elles sont incinérées ou enterrées. Reportage à suivre. Vous avez tous entendu parler de la traite transatlantique, mais combien d'entre vous connaissent le commerce dans l'océan Indien? Zanzibar, en Tanzanie, en était la clé de voûte. Et pour la première fois, cette île commémorait le jour de l'abolition de l'esclavage. Bastien Renouille a assisté à cette journée du souvenir, mêlant visite culturelle et débat historique. Je suis sur la place Kelele. Kelele, c'est du swahili, cela signifie le bruit de tous les esclaves qui étaient réunis sur cette place au début du 19e siècle. C'est ici qu'ils étaient amenés à Zanzibar. Alors, on ne sait pas exactement combien d'esclaves ont été vendus dans l'archipel, des centaines de milliers à minima, disent les historiens. Des marchands zanzibaris se rendaient sur le continent africain pour capturer des hommes, des femmes et des enfants qu'ils amenaient ici et qu'ils revendaient à des marchands arabes, notamment venus d'Oman, et dans une moindre mesure à des marchands européens qui allaient ensuite en direction de la Réunion, de l'île Maurice ou encore des Seychelles. Un jour comme celui-ci a vraiment une place à part dans le calendrier. Il permet de nous unir, de créer une harmonie grâce à notre patrimoine historique. C'est une prise de conscience, aussi bien en termes d'éducation qu'en termes de cohésion culturelle. Cela permet de faire éclore des principes de paix et d'harmonie au sein de nos communautés. Pourquoi avoir choisi cette date? Eh bien, en souvenir du 6 juin 1873. Ce jour-là, le commerce des esclaves est officiellement aboli à Zanzibar. Pourtant, les esclaves continueront à travailler sur le sol de l'archipel jusqu'en 1909. Mais il fallait bien retenir une date, nous disent les autorités. Alors, leur objectif maintenant, c'est que tous les ans ait lieu des commémorations sur le sol de Zanzibar. Et elles aimeraient aussi qu'à l'avenir, le 6 juin soit une date pour l'ensemble de l'océan Indien, pour que toutes les îles qui ont été parties prenantes à ce commerce des esclaves commémorent ensemble la mémoire des victimes de l'esclavage. Mais voilà, il faudra s'accorder sur une date car notamment à La Réunion, par exemple, la commémoration de l'abolition de l'esclavage est le 20 décembre, tandis qu'elle est le 1er février sur l'île Maurice. Et le 6 juin, en France, on commémore le débarquement des forces alliées en Normandie. Un débarquement crucial pour la victoire des Alliés. Il marque la libération de la France du joug nazi. Ce débarquement n'était en réalité pas le premier. Il y en a eu un autre, environ un an et demi avant, en novembre 1942, le débarquement anglo-américain en Afrique du Nord. Il constitue une étape importante pour la victoire. Ce débarquement marque sur le front occidental un tournant dans la Seconde Guerre mondiale. Écoutez l'historien Jean-Louis Crémieux dans ce document diffusé en 2013. Churchill a dit, jusqu'à 1942, nous n'avons subi que des défaites. À partir de 1942, les Alliés n'ont remporté que des victoires. Et ça a été effectivement la première des victoires du camp allié. Pour en parler avec nous sur ce plateau, Nicole Cohen-Haddad, présidente de l'association Les Compagnons du 8 novembre 1942. Merci beaucoup d'être avec nous sur ce plateau pour parler de ce débarquement peu connu finalement. Alors tout d'abord, quelle est l'importance? On a entendu l'historien parler de cette importance et dire que c'était la première victoire. Quelle est l'importance du débarquement anglo-américain en Afrique du Nord? Merci de nous recevoir. Alors, comme il le disait, c'est exactement ça, c'est le tournant de la guerre. C'est à partir de là, on réussit. Et l'axe commence à affaiblir et à avoir des échecs. Donc ça, c'est la partie la plus importante. Et donc, c'est le début de la libération de l'Europe. C'est vraiment là le début de la libération de l'Europe, en Afrique du Nord. Et comment ça s'est passé? Ça s'est passé après le débarquement, avec la recomposition de l'armée d'Afrique, les corps francs d'Afrique, la France libre
et les Alliés qui ont fait la campagne de Tunisie. Et donc, ça, c'est donc cette première étape. Avant de parler de cette étape qui est très importante, l'armée d'Afrique, une question sur le terrain, sur le côté militaire. Ça a apporté quelque chose. Sans ce débarquement, les Alliés n'auraient pas eu l'expérience pour faire celui de Normandie. Oui, absolument. Alors, ils sont venus en nombre d'abord, à peu près 100 000, plus de 100 000, et surtout, c'était des jeunes soldats. C'était la première fois. L'armée américaine était très petite avant, plus petite que la Roumanie avant la guerre. Et donc, ils ont construit une armée très vite, les Américains, et donc avec tout un tas de jeunes qui n'avaient jamais été à l'armée. Voilà, donc c'était leur baptême. Et en plus, on ne les avait avertis dans le bateau jusqu'à ce qu'ils arrivent exactement où est-ce qu'ils étaient et qu'est-ce qu'ils allaient faire. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'ils utilisaient des barges pour arriver sur la plage. Et donc, ils ouvraient ces barges pour descendre. Et certains tombaient, se retrouvaient sous la barge et se sont noyés. Donc, en fait, ils avaient vraiment des problèmes qu'ils ont, en fait, réussi justement à utiliser toutes ces informations pour le débarquement. C'était une expérience, oui, absolument importante pour eux, pour le débarquement qui était en Normandie, quoi, en juin 1944. Voilà. Et du coup, on va parler de cette armée d'Afrique et des conséquences, en fait, de ce débarquement sur le reste de l'histoire. Alors, l'armée d'Afrique, c'était... L'armée de France, c'était l'armée d'Afrique. C'est l'armée de l'Empire français. Et donc, c'était une grande armée au niveau du nombre qui était avec beaucoup de gens différents. Donc, il y avait ce qu'on appelait les tirailleurs algériens. Il y avait ce qu'on appelait les Sénégalais, qui n'étaient pas Sénégalais nécessairement, d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique voilà. noire. Et et puis, tout le monde était mélangé. Il y avait des Européens, il y avait tout le monde. Cette armée a joué un rôle important, notamment dans la campagne d'Italie, c'est ce que vous me disiez. Dans toutes les campagnes, en fait, jusqu'en haut, jusqu'au débarquement en Provence. Et à Strasbourg, la montée vers Strasbourg. Donc, c'était vraiment quelque chose de très important. Il ne faut pas oublier que l'armée d'Afrique, c'était aussi dans la Première Guerre mondiale. Ce n'était pas que dans la Deuxième Guerre mondiale. On n'a pas beaucoup de temps, malheureusement, on pourrait parler des heures avec vous, mais on va parler aussi des résistants qui étaient à Alger. J'aimerais qu'on écoute d'abord Jacques Zermati, résistant algérois. On écoute un extrait, on en reparle après. Merci. Il y avait 4 hommes par jeep, armés, qui regardaient les deux côtés de la rue, le doigt sur la queue détente de leurs armes, prêts à tirer. Et il y avait un drapeau américain qui était accroché, je ne sais pas comment, à côté du pare-brise. Mon Dieu, je dis, ça y est, ils sont là, on a réussi. Et je suis allé me coucher. Voilà cet extrait très émouvant. Qui étaient ces résistants? Alors, je rappelle juste que Alger a été prise en un jour, parce qu'ils étaient là, parce qu'ils avaient préparé le terrain. Voilà. Exactement. Alors, les résistants qui ont aidé les Alliés, c'est ça, les résistants qui ont aidé les Alliés à débarquer, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont neutralisé les forces de Vichy pendant suffisamment d'heures pour que les Alliés puissent débarquer sans être opposés par les forces de Vichy. Qu'est-ce qu'ils ont neutralisé? Tout ce qui était administration, tout ce qui était militaire, tout ce qui était la police. Donc, énorme. Ils ont coupé les câbles, donc il n'y avait plus de communication, pratiquement plus, mais pas complètement. Parce qu'il y avait un gros câble pour l'amirauté et ce câble était encore resté ouvert. Voilà. Donc, et ce qui est important, c'est de savoir que ces résistants, d'abord, il y avait pas plus de 1000 dans toute l'Afrique du Nord. Il y en avait à peu près 400, un peu moins de 400 à Alger. Et que c'était des gens, mais vraiment un peu de partout. Il y avait ce qu'on appelait les Européens, qui étaient en fait d'anciens Maltais, Espagnols, Italiens, etc. Et puis, il y avait d'autres qui étaient venus avant. Et puis, il y avait les Juifs qui étaient là depuis plus longtemps. Il y avait des musulmans qui ont fait partie du 8 novembre. On a sur la liste une douzaine de musulmans. Et il y avait des gens qui étaient venus de métropole. Il y avait à peu près une 50aine d'Alsaciens, une 20aine de Bretons. Il y avait au niveau politique principalement des radicaux socialistes,
Mais il y avait un royaliste, un cagouliste, etc., etc. Enfin bon, ça, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Il y avait un prêtre, il y avait un abbé, il y avait des Polonais. C'est très important, c'est que les Polonais qui sont venus, des officiers polonais, et qui dépendaient du British Intelligence Service, c'est-à-dire les renseignements britanniques. Et donc ces résistants, on le rappelle, ont joué un rôle important dans le débarquement. Et ce débarquement d'Afrique du Nord a également joué un rôle important, notamment dans le reste de la guerre. Absolument. C'était vraiment le point de départ, c'est l'Afrique du Nord et c'est la libération de l'Europe qui est partie de l'Afrique du Nord. Merci beaucoup Nicole Cohen-Haddad, donc présidente de l'association Les Compagnons du 8 novembre 1942. Merci infiniment d'être venue nous parler de cet événement peu connu finalement, mais qui a eu une importance capitale dans cet événement qu'on commémore aujourd'hui en France, les 80 ans du débarquement en Normandie. En Côte d'Ivoire, les dépouilles de 14 victimes de la crise post-électorale de 2010-2011 vont être remises à leurs familles. Un soulagement immense et un symbole fort pour la réconciliation nationale, même si le dossier reste sensible. Reportage de Julia Guggenheim. Dans la grande salle de l'Ivocep, la morgue d'Abidjan, l'heure est à l'émotion. Ces familles vont enfin pouvoir enterrer leurs proches 13 ans après la crise post-électorale de 2010-2011. Nous vous répétons ce jour la dépouille de votre fille. Plusieurs ministres sont venus présenter leurs condoléances aux familles et tenir un discours de paix tourné vers la réconciliation nationale. Que les morts ne soient pas vaines, ensemble, main dans la main, nous devons œuvrer pour faire de notre pays un havre de paix. Les premières restitutions avaient eu lieu en 2013, juste après des exhumations de fosses communes. Puis, plus rien jusqu'à mars 2023, où 49 corps avaient été rendus dans l'ouest du pays. Le soulagement est immense pour les familles, comme pour Niélé, qui a perdu sa fille alors qu'elle n'avait que 21 ans. Je vais pouvoir l'enterrer dignement. Et chaque fois, je peux aller sur la tombe de ma fille. Je sais que ma fille est enterrée ici. C'est très important. Sa fille Rokia a été tuée lors de la marche des femmes d'Abobo le 3 mars 2011. Ses partisanes d'Alassane Ouattara manifestaient alors contre le président Laurent Gbagbo. Au rond-point du Banco, au rond-point, tout juste là. Quand les femmes venaient, le char est sorti, arrivé là, il a tiré sur les femmes. Là. Bilan, 7 tués. Cette stèle a été inaugurée en mars dernier pour leur rendre hommage. Les gens disent qu'ils ont tiré sur les femmes, ils ont tiré sur les femmes. Et j'ai commencé à chercher ma fille. Donc je suis venu, j'ai trouvé que le biais avait arraché sa gorge. Mais de nombreuses zones d'ombre demeurent que ces 13 années n'ont pas permis d'éclaircir. Quels sont les résultats des autopsies? Qu'est-ce que ça a donné? Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce que ça a contribué dans la recherche de la vérité? Malheureusement, toutes ces questions-là ne sont pas adressées. Je l'ai dit, il ne faudrait pas qu'on fasse du cosmétique. La justice militaire avait tenu en 2015 un procès pour le meurtre des 7 femmes qui s'est soldé par un non-lieu. En Afrique du Sud, on attend d'un jour à l'autre la décision de l'ANC sur le prochain gouvernement. Le président Ramaphosa devrait s'exprimer à l'issue de la réunion de l'ANC qui s'est tenue ce jeudi à huis clos. La réunion pourrait continuer tard dans la nuit. Les précisions de Caroline Dumais. Les 70 membres du comité national exécutif, la plus haute instance de l'ANC, sont restés enfermés toute la journée dans un hôtel près de Pretoria pour discuter. Discuter coalition. Toutes les options ont été examinées. Même le MK, le parti de l'ancien président Jacob Zuma, va rencontrer les responsables de l'ANC pour une éventuelle coopération. L'ANC a 10 jours pour élire son président et former son gouvernement. C'est donc une course contre la montre. La liste des députés, entre-temps, a été finalisée. L'ANC a perdu 71 sièges. Il y aura donc des ministres qui ne seront plus dans l'hémicycle. Tandy Modise, la ministre de la Défense, mais aussi Naledi Pandor, la ministre des Affaires étrangères, ont perdu leur siège. Naledi Pandor avait porté haut et fort la cause palestinienne à la Cour internationale de justice. On se demande si elle sera ministre, car traditionnellement, on choisit les ministres parmi les députés. Nouveau Parlement, nouveau gouvernement. On risque de voir un renouvellement du personnel politique.
Au Rwanda, la commission électorale a publié une première liste provisoire des candidats aux élections législatives et présidentielles. Seuls 2 candidats ont vu leur dossier déjà validé et retrouveront donc face à Paul Kagame, candidat à sa propre succession, pour un 4e mandat. Le scrutin se tiendra le 15 juillet prochain. Les détails à Kigali de Clément Diroma. Le président rwandais Paul Kagame sera bien candidat à sa propre réélection le 15 juillet prochain. La commission électorale a confirmé le dossier du leader du Front patriotique rwandais au pouvoir depuis plus de 20 ans. Sur les 8 autres aspirants à la magistrature suprême, 2 dossiers seulement ont été validés par cette liste provisoire. D'abord, celui de Frank Habineza à la tête du Parti vert, seule formation d'opposition autorisée dans le pays. Déjà candidat en 2017, Habineza avait recueilli moins de 1% des voix. Il espère faire plus cette fois-ci, mais surtout faire élire de nouveaux députés au Parlement, dominés pour l'instant par le FPR de Kagame. Le second dossier est celui de Philippe Mbaïmana, lui aussi candidat malheureux en 2017, un fonctionnaire décrit comme indépendant. Enfin, les 6 autres candidats non approuvés ont jusqu'au 14 juin pour rectifier leur dossier. C'est le cas notamment de Diane Rwigara, une critique du régime déjà invalidée lors de dernières élections. Il lui manque cette fois-ci plusieurs documents, dont certaines signatures, selon la commission. À noter les droits politiques de 2 autres opposants précédemment condamnés. Victoire Ingabire et Bernard Ntaganda restent suspendus par la justice locale. Ils ne peuvent donc pas se présenter. Cette initiative écologiste au Bénin, un jeune homme a mis au point des mèches de cheveux biologiques fabriquées à partir de fibres de troncs de bananier. Le Bénin fait partie des plus gros acheteurs de mèches et perruques importées essentiellement d'Asie. Une industrie qui pollue. Après usage, les déchets liés aux mèches en plastique sont incinérés ou enterrés. Reportage d'Emmanuel Sodji et Raphaël Tali. Cela ne se voit pas, mais toutes ces tresses ont été réalisées à partir de déchets de bananes recyclées. Dans ce salon de coiffure de Cotonou, l'entrepreneur et écologiste béninois Kossi Djikou présente à cette spécialiste du soin naturel tout ce qui est possible de faire avec ces mèches biodégradables, une idée innovante en Afrique de l'Ouest. Nous, nos clients, comme pour nos produits, sont intéressés par le côté biologique, le côté naturel. Donc forcément des mèches qui sont naturelles, qui sont fabriquées et qui après peuvent se désintégrer dans la nature. Forcément, je sais que beaucoup vont aimer l'idée et beaucoup vont vouloir utiliser ces mèches-là. Dans la sous-région, le Bénin figure parmi les plus gros acheteurs de mèches et perruques synthétiques importées. Tout ça, ce sont des mèches synthétiques venues de la Chine, du Nigeria. Et les femmes achètent beaucoup. Alors que tout ça, ce sont des déchets plastiques. Et c'est très gênant pour l'environnement. Et la santé aussi. À Comé, dans l'atelier de production de Kossi Djikou, chaque mois, ce sont environ 15 tonnes de troncs de bananier qui sont transformés en fibres quand la plante est encore verte. À part ce que nous utilisons de nos productions, au niveau des producteurs, au niveau des coopératives, nous leur rachetons le tronc de bananier qui voit son niveau de revenu élevé parce que désormais, il ne s'agira plus seulement du régime de banane. Nous avons des commandes qui viennent d'un peu partout, mais il nous faut des matériels, il nous faut des machines pour jouer sur la production, mais aussi sur la qualité de la production. Pour produire en masse des fibres plus fines, comme de la laine ou de la soie de banane, Kossi Djikou envisage de mettre au point, avec cette structure de recherche, une machine qui respecte l'environnement. On ne va pas forcément inventer la roue, parce que si on regarde un peu sur Internet, il y a beaucoup de choses qui se font déjà. Donc c'est arriver à adapter ces choses-là au milieu ici qui est notre challenge pour mécaniser nous-mêmes nos chaînes de production. Dans des pays comme l'Ouganda ou le Cameroun, les fibres de banane sont à la source d'une nouvelle économie circulaire, mais là aussi peu mécanisée. Dans les bananeraies, tous les déchets sont recyclés pour fabriquer de nombreux produits dérivés, en plus des extensions de cheveux. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Merci aux équipes en régie, merci à notre chef d'édition Aline Bottin, merci à nos correspondants et merci à vous pour votre fidélité. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.